Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous. Je vous remercie de votre... Je vais y un temps de latence. Je vous remercie de votre présence nombreuse ce soir au vernissage de cette exposition. Quand on ramène des chaises en plus, c'est toujours bon signe. On peut pas encore, mais il faudra voir monsieur le directeur pour casser le mur là, pour agrandir l'espace. Enfin, on mettra ça peut-être en discussion dans d'autres lieux. Certains d'entre vous qui ont participé au ciné-débat sur la construction en terre crue la semaine dernière ont pu déjà la découvrir, je le sais, mais ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Laurence Charrier, photographe, qui est l'auteur de cette exposition et qui, depuis son premier voyage à Figuigues en 1999, n'a cessé d'y séjourner régulièrement et jusqu'à très récemment, nous le savons. Il y a plusieurs mois, Laurence a proposé au CAE de faire partager son coup de cœur pour cette oasis de l'Est marocain de plus de 10 000 habitants. Son exposition nous dévoile aujourd'hui un monde peu connu et même peut-être un monde inconnu. Si le patrimoine de Figuigues en dit long sur son rôle de lieu d'échange et de production culturelle à toutes les époques, l'exposition de Laurence Charrier nous invite à pénétrer dans les différents Ksours, lieux fortifiés respectivement dotés d'une palmeraie exploitée par les familles. Constituant 3 agglomérations, dont la plus importante et la plus ancienne rassemble les 2/3 de la population, ces lieux sont notamment reliés entre eux par l'extension d'un espace bâti plus récent. Madame Latifa Boudi, que je salue et que je remercie pour sa présence ce soir, responsable du service urbanisme et environnement à la sous-préfecture de Figuigues, pourra nous éclairer sur le fonctionnement socio-économique, le maillage institutionnel, mais aussi les représentations collectives associées au devenir de Figuigues. Des historiens, des archéologues comme Jean-Pierre Vallat, Laurence Gillot, ont étudié ce territoire et ont pu en saisir les contradictions entre sauvegarde des patrimoines et aspiration à la modernité. L'exposition laisse deviner une vie qui se déroule beaucoup à l'intérieur des habitations et renvoie à des pratiques sociales et culturelles différentes de celles qui ont cours dans nos territoires et espaces publics méditerranéens. Vous portez notre attention sur le monde des oasis sahariennes qui concilient des pratiques démocratiques traditionnelles et d'autres plus récentes. À la fois empiriques, artistiques et scientifiques, la découverte de Figuigues que vous nous proposez toutes deux ce soir méritait bien cette mise à l'honneur. Il s'agit, en plus d'un travail qui montre l'importance de l'enjeu de participation de la société civile au processus de protection du patrimoine et de développement touristique et économique. Et évidemment, cela parle au-delà de Figuigues. Associations ou institutions parapubliques, cercles d'érudits locaux, acteurs de l'aménagement ou simples citoyens, l'implication des populations, leur intelligence collective et partout la garantie d'abord de la poursuite d'un développement local cohérent, mais aussi d'un tourisme porteur de sens, corollaire de conditions de vie dignes et décentes pour les habitants, et aussi enfin de la protection du patrimoine, qu'il soit architectural, paysager ou immatériel. Dans son ouvrage intitulé Figuigues, murmure d'oasis, vous en avez quelques exemplaires à l'entrée, Laurence Charrier présente 32 entretiens auprès de femmes qui lui ont offert l'hospitalité. Ces récits montrent leur quotidien fait d'entraide, de partage, autant dans leurs pratiques sociales, personnelles, professionnelles qu'intrafamiliales. Ces récits montrent le souhait d'émancipation de ces femmes dans un contexte de tradition parfois oppressante, mais aussi leur attachement à certaines de ces traditions. Laurence Charrier fait là aussi la démonstration que malgré les blocages, le savoir vernaculaire et des valeurs comme celle-ci permettent avec simplicité d'agir véritablement sur le territoire et de participer à son développement. Et donc nous vous conseillons vivement, à plus de l'exposition, la lecture de cet ouvrage.
Je laisse, en vous remerciant de votre attention, la parole maintenant à Laurence pour nous dire quelques mots, présenter son exposition et introduire ensuite la conférence de Latifa Boudi. Je vous souhaite une très belle soirée à tous. Merci. Bonsoir. Vraiment, vous êtes venus très nombreux, c'est très impressionnant. Et en même temps, on est très heureuses toutes les deux de vous accueillir ce soir dans cette salle. Avant de parler de moi, parlons de vous, Monsieur Vincent Bouger, président, cher Vincent. Merci pour ton accueil. Merci aussi à Monsieur Cartou, directeur de cette association. À toi, Pascal, merci infiniment de m'avoir fait confiance. Merci de ton écoute, de ta bienveillance. Merci à ton équipe, Lucie, Alina, Elena, Albéric. Donc maintenant, j'ai parlé de moi. Je suis donc photographe, membre du Centre d'art photographique McPose, animé par Patrice Lebon, son directeur, qui est là. Je remercie de m'avoir aidé à donner un sens à mon travail. Venons-en à l'exposition de ce soir. Pourquoi une exposition sur l'habitat de Figuigue? C'est au départ une belle histoire d'amitié. Voilà 25 ans, des amis d'origine de Figuigue nous proposent de visiter leur oasis. Chiche, on y est parti. Avec mon œil de touriste, je suis tombée en amour de ce lieu. Mon mari aussi, ça tombait bien. Nous y sommes retournés plusieurs fois, jusqu'au jour où j'ai eu l'idée de mettre en place des ateliers photo avec des collégiens. Accompagnés, encouragés, soutenus par 2 professeurs d'art plastique, 6 ateliers durant l'année scolaire 2012-2013 ont pu être réalisés. 7 filles, 7 garçons, toujours sérieux mais aussi animés d'une grande gaieté. Quel souvenir merveilleux. Cet épisode m'a permis de faire de belles rencontres. Quelques hommes, quelques femmes sont devenus de fidèles amis. Ainsi Latifa. C'était si bien qu'ils m'ont tous à nouveau encouragé dans un nouveau projet. En 2016, comme le disait Vincent Bouger, j'ai commencé à interviewer 30 femmes sur leur vie, leur souffrance, mais aussi leur bonheur, leur rapport à la religion, à la famille, à la politique. Tous ces mots qui m'ont été confiés m'ont confirmé que la femme de Figuigue était sur la bonne voie de l'émancipation. Ainsi, un livre intitulé Figuigue, murmure d'oasis a édité en 2021. Quelle merveilleuse journée quand, au cours d'un mois de novembre un peu frisquette de la même année, j'ai offert un livre à ces femmes dans un des plus beaux jardins de l'oasis. Cet ouvrage est en vente, il se trouve donc sur une table à l'extérieur. Puis, cette activité passée, durant quelques heures d'insomnie, j'ai réfléchi à un autre projet. J'ai donc cette fois préparé un nouveau livre, un récit photographique sur les nomades de Figuigue, sédentaires depuis plusieurs décennies. Reste à trouver un éditeur. Fin l'année dernière, j'ai validé mon objectif dans le Xar d'Aga de Figuigue et me suis focalisée sur l'habitat traditionnel. Merci aussi à ces familles qui m'ont accueilli avec l'hospitalité qui les caractérise. J'ai adoré faire ce petit reportage qui m'a permis une fois encore d'approfondir mes connaissances de cette société oasienne. Mais que faire de ces photos? Très vite, il m'est apparu évident de les proposer au CAUE. Intéressé, Pascal Bézard m'a invité à accompagner cette exposition d'une conférence. Là aussi, très vite, il m'est apparu évident de faire appel à l'une de mes amies de Figuigue, Latifa Boudi. Merci 1000 fois à toi, l'ami, d'avoir accepté. Latifa qui s'émerveille devant notre météo si pluvieuse depuis un bon moment. À toi, Latifa. Merci. C'est vraiment des choses qui m'ont touché à cœur. Et c'est vraiment pour une communauté qu'il y a besoin de votre soutien, qui a besoin d'être écouté par vous. Vraiment, merci. Merci à vous. J'exprime ma gratitude.
et monsieur le président Vincent Bourget. Je tiens à remercier infiniment le président du CAEU du Gard, M. Vincent Bourget, ainsi que son directeur de CAEU, M. Stéphane Cartou. Merci également à Pascal Bézard et son équipe pour l'intérêt qu'il accorde à FEDI via l'exposition photographique et la conférence sur le thème de l'habitat traditionnel de l'Oasis de Philippe. J'adresse mes sincères remerciements à Patrice et Laurence Charles, ainsi qu'à leurs amis pour leur accueil chaleureux. C'est grâce à eux que cette conférence a eu lieu. Merci et merci. Cette oasis une oasis qui a élaboré au fil de temps une architecture de terre spécifique, traduisant matériellement les structures de son organisation et des pratiques sociales, culturelles et culturelles d'une grande importance. Témoigné pour l'accord de classement de Philippe en tant que patrimoine universel de l'UNESCO. Ce patrimoine architectural, archéologique est associé également au patrimoine agroenvironnemental qui était à l'origine de sa reconnaissance de l'FAO en tant que patrimoine agricole mondial pour son système ingénieux d'irrigation, réputé de nos savoir-faire traditionnels qui maintient des pratiques ancestrales. Ces pratiques sont caractérisées par une remarquable agrobiodiversité durable pour subvenir aux besoins des populations et assurer une sécurité alimentaire, ce qui se vient de reconnaître l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture en inscrivant la palmeraie de figuier dans le programme SIPAM, Système ingénieux de pratiques alimentaires mondiales, depuis 2023. À travers cette conférence, nous allons découvrir ensemble les richesses patrimoniales de l'habitat traditionnel et du système de gestion de l'eau dans une palmeraie verdoyante. Cette trilogie constitue ainsi la trame de l'architecture oisienne. Merci, chère assistance, d'être venus nombreux, qui témoignent vraiment de votre intérêt que vous accordez à FEDI, de l'intérêt que vous accordez aussi à la thématique de l'architecture de toute générale. Au cours de cette conférence, on va faire le point sur 3 points essentiels. On va d'abord connaître le contexte sur lequel on parle. On va faire suivi sur son contexte régional, provincial et local. Après, on va s'arrêter sur l'étude architecturale, puis sur le procédé des matériaux de construction. On passe à la deuxième grande partie, c'est encore notre discours Philippe, autant que son contexte régional, provincial et local. Plusieurs régions de l'oriental qui constituent 10%, un petit peu 2% de son territoire national. Déjà cette région qui est caractérisée par son étendue et sur les disparités sur le pays entre les provinces du nord et les provinces du sud. Le nord qui est très favorisé par la nature et le sud qui est désertique. Une disparité entre la population, la suroccupation du territoire vers le nord et la sous-occupation vers le sud, et aussi les faveurs naturelles qui sont au nord par rapport au sud. Donc il est constitué par la wilaya de Jda et qui comporte 6 provinces, dont la province de Fidji. Pour les activités, il y a l'activité de l'agriculture, il y a le commerce, il y a l'élevage, vu son étendue importante de la région. Pour le contexte local, déjà, comme vous voyez en jaune, c'est la province de Fidji. Ce que vous voyez en jaune, c'est les grandes étendues de la province du Fidji, qui constituent 60% de la région de l'Oriental.
il constitue 67% de la région de l'Oriental. Il est composé de 13 communes, dont la commune de Figuig. Donc il est constitué de 51% de la population et population rurale. Pour Figuig, on le voit bien dans son type, dans 6 coins, tout au sud de la province. C'est une oasis qui est située dans la frange la plus septentrionale et c'est l'oasis la plus célèbre à l'échelon national. Il est constitué de 7 sauts et noyé dans une palmeraie très verdoyante qu'on va voir par la suite. C'est la frontière de l'Algérie, non? Oui. Bon, Figuig, on va voir sur le contexte géographique, tu passes directement. Pourquoi l'intérêt qu'on accorde à Figuig? Pourquoi on pense à une étude architecturale? Déjà, il est reconnu en tant qu'une société oisienne, élabore au fil de temps une architecture très spécifique qui caractérise la zone. C'est pour ce point que l'UNESCO était classé en tant que patrimoine universel de l'UNESCO. Donc à travers, je dis patrimoine universel de l'UNESCO, en tant que patrimoine immatériel, vu les relations qui créent entre habitation et vie sociale et vie culturelle des habitants de Figuig. Sur le contexte sur Figuig, l'environnement géographique, comme vous le voyez, Figuig est sous forme d'une casserole qui est entourée par les montagnes. Ces montagnes sont coupées par des petites cols qu'on s'appelle Fij. C'est d'où le nom de Figuig. Parce qu'il y a les montagnes qui sont complètement entourées. Il est entouré par l'Algérie des 3 côtés. L'Algérie du sud, d'est et d'ouest. Il n'y a qu'un seul passage. C'est une ville où tu peux retourner que par marche arrière. Il y a les frontières par les 3 côtés. Donc vers le nord qui est ouvert vers la voie de Boafa. C'est une ville qui est loin de la capitale de l'Oriental, où je date 380 km, et du chef-lieu de la province par 100 km. Donc au niveau de ces montagnes, on trouve des cols. C'est d'où on s'appelle en arabe Fij. L'ensemble des Fij s'appelle Fijer. Donc le nom de Figuig, c'est pour cela il tire le nom de Figuig. Il y a les montagnes. En plus de montagnes sur sa topographie, on trouve un seul oued, c'est l'oued du Sfana, qui est unique cours d'eau permanent. En plus, il y a une dépression qui partage l'oasis de Figuig en 2 parties. Il y a une plaine et un plateau sur le deuxième diapo. Voilà. Et c'est bien clair, c'est une dépression. Il partage Figuig, il crée 2 parties, avec un escarpement qui fait 40 mètres. Il y a la partie haute vers le nord, où ils sont installés les 7 sauts, le Darriel, la Bédaz ou la Slimane, et la plaine où est élevé leur Sarzenaga. Toujours, l'existence de ces sources est due à la présence des sources d'eau, qui est une richesse aussi importante par rapport à Figuig, on verra ça par la suite. Voilà pour l'étude architecturale. Cette image reflète un petit peu l'architecture d'Orsal, comment il est. C'est l'ensemble des logements conjoints qui sont insérés dans des quartiers, fermés dans des remparts. Passe à la page. Ici, c'est la disposition. Ce que vous voyez ici, c'est le tissu ancien. À côté du tissu ancien, il y a toujours des extensions limitrophes. À part les extensions limitrophes, il y a de nouvelles extensions. Donc, pour le tissu ancien est caractérisé en tant que tissu noyau ancien, qui est caractérisé par la présence des remparts, et c'est sous forme des murs qui cernent toutes les habitations, où on trouve 2 portes. Une porte qui est porte principale qui la communique avec les autres sourds, et une autre porte qui la communique avec son oasis. Donc ici, ce que vous voyez là, c'est le noyau ancien. À l'intérieur du noyau ancien, on trouve des quartiers limitrophes qui sont caractérisés par le respect de l'architecture ancienne, avec le changement, le mariage entre les constructions, entre les matériaux de construction anciens et les matériaux de construction conventionnels,
Et on a les nouveaux quartiers où on perd un petit peu l'architecture ancienne et on perd le matériau. C'est tout un changement. C'est pic qui n'a rien à voir. Ils sont dépourvus. C'est une architecture stéréotypée dépourvue d'un intérêt architectural significatif. Ce que vous voyez en bleu, c'est la palmeraie. Donc chaque ça est noyé dans les palmeraies. Voilà ce que vous voyez, c'est l'Ersal, ici c'est la Zénaga. Et celle-là, c'est la dépression qu'on voit. Donc il y a les autres sourds qui sont là. Le plus grand Ksal, c'est ici. Donc chaque Ksal, il est fermé sur une étendue de palmeraies très verdoyante où on trouve l'habitat traditionnel et ses extensions à l'intérieur. Ces extensions constituent une architecture très harmonieuse par rapport au Ksal. Voilà, c'est un Ksal. C'est un groupement d'habitation entouré de remparts avec des tours de surveillance et portes. Les rues sont très étroites. Ils sont très étroites et ils sont fermés. Étroites et sont fermés. Donc toujours, à l'intérieur de ça, on trouve des petites... par exemple, celle-là, c'est une place. La forme des maisons qui sont à l'intérieur, c'est ce qu'on a vu. Donc pour les structures urbaines traditionnelles, on trouve les remparts, ce sont des murailles en tour qui entourent leur sac. Il fait un petit peu 2 mètres de large et 7 mètres de hauteur, où on trouve encore des tours de guet qui témoignent de l'insécurité à l'intérieur de Rsal. Ça veut dire qu'il existe un conflit à l'intérieur de Rsal, soit contre des personnes mitoyens. Sur les accès de Rsal, chaque Rsal est doté de moins de portes. L'une qui la communique avec la palmeraie, l'autre qui la communique avec les autres choses. Parmi les caractéristiques aussi, on trouve les ruelles. Les rues, ce sont des voies qui desservent la communication entre les portes principales d'Orsal. Et on trouve les ruelles qui amènent à l'intérieur des quartiers de la même Orsal. Et on trouve les impasses qui desservent directement les maisons. Voilà la structure avec l'habitat traditionnel qui reflète un petit peu la manière de vivre à l'intérieur d'Orsal. Ce sont des équipements collectifs qui ont un intérêt très important par rapport à la vie à l'intérieur de ça. Ils sont considérés centre de vivalité d'animation, lieu de réunion des habitants, surtout avec les systèmes qu'ils ont créés. Ils ont un système de jma'a. C'est à elles, comme sous forme de conseil de communes, c'est à eux qu'on doit la gestion de toutes les affaires d'Orsal, soit des conflits internes, soit des conflits à l'externe pour la gestion économique et tout. Donc le rassemblement des membres, cette jma'a est élue à travers les habitants de Fidik. Chaque fraction est élue un membre, après constitue un conseil de jma'a. Ces conseils de jma'a, lorsqu'ils veulent réunir avec ses habitants, c'est au niveau de ces places que se passent la plupart des réunions. Pour les équipements, ce sont des édifices religieux qu'on trouve à l'intérieur de la place toujours, qui peuvent être des équipements d'intérêt collectif, tels que les lavoirs ou bien des édifices religieux, les mosquées, les zawiyas et tout ça. À l'intérieur de l'Aqsa, on a dit un nombre d'habitations. Ce sont des maisons qui sont caractérisées, qui s'étendent soit sur un rez-de-chaussée, soit généralement sur un niveau R+1. La maison Ksovian garde la conception typique qui se caractérise. Voilà la caractéristique de la maison Ksovian, il se caractérise toujours d'un patio. Un petit peu un espace étendu, mais tu trouves toujours un patio central sur lequel ils sont ouverts une galerie, et c'est une galerie qui fait l'intermédiaire entre la maison et les chambres là. Voilà, c'est la structure qui s'attend avec R+1, et c'est la structure d'Orsal. Pour l'architecture d'une maison traditionnelle, on a le plus souvent des maisons qui sont en rez-de-chaussée, le cas par exemple ici, avec les voies qui mènent à des maisons. Et on a les maisons qui structurent sur hauteur d'un rez-de-chaussée avec un étage, et les maisons qui structurent au cours de deux maisons, de même maison qui appartiennent à la même famille. La spécificité que la tradition, la caractéristique qu'elle a fait, c'est qu'ils ont une cohabitation avec les animaux. Ils sont des éleveurs, tels que les produits. Toujours pour celle-là, les animaux sont mis dans un coin au niveau de la terrasse, pour les maisons qui ont un seul étage. Comme reflète cette maison-là qui a été prise avec mon ami Laurence. Aussi pour R+1, le plus souvent, les animaux gardent le rez-de-chaussée, la vie familiale se passe à l'étage. Aussi pour les maisons, ces deux maisons qui ont un regroupement de deux maisons qui appartiennent à la même famille,
on trouve que les animaux, ils prennent une maison et l'autre maison, les autres membres de la famille partagent la maison, la vie familiale se passe dans l'autre maison. Donc ça existe déjà pour le caractéristique social, une cohabitation avec les animaux pour des intérêts écologiques, pour des intérêts environnementaux et pour plusieurs. Pour les caractéristiques de la maison traditionnelle, on note bien les contraintes physiques et socioculturelles conçues spatio-socialement, comme vous le voyez ici. C'est un espace qui est entièrement fermé sur lui-même, donc une préservation de la vie individuelle. La polarité entre espace privé, comme vous le voyez ici, il y a toujours une polarité entre espace privé et espace public, c'est que l'espace privé il garde toujours un accès privé, de façon que dans le cadre de garde et l'intimité de la famille, un accès privé toujours amène à l'espace privé des membres de la famille. Donc, les murs extérieurs sont nus. Si les ouvertures ne sont faites à travers un patio, le patio qui à travers la galerie qui donne sur le patio. On verra le patio les affaires. Voilà en général les grandes caractéristiques de la maison traditionnelle. On trouve un patio, on trouve une galerie, on trouve les pièces, on trouve une terrasse et une galerie. Le patio, c'est l'espace qui a au moins 4 fonctions. C'est l'espace d'aération qui permet l'aération des membres de la famille, l'aération des pièces, et c'est un espace qui est un prolongement des aménagements de la cuisine, et c'est un espace qui est utilisé au moment des festivités où il y a assez grand nombre, dont les chambres ne peuvent pas accueillir, et c'est un espace de communication qui est utilisé souvent pour des festivités, plusieurs. Pour la terrasse, c'est un emplacement qui se trouve au-dessus du toit. Donc son usage, il est utilisé pendant l'hiver pour en profiter du soleil et pendant l'été pour en profiter de la fraîcheur. Parce que nous, il n'y a pas de clim, il n'y a rien. Donc pendant l'été, on est bien à partir du nord on est bien sur les terrasses. On en profite bien et on dort. Donc c'est une vie qu'on met. Et pour les pièces, regardez, tout autour des galeries, on a le patio, une galerie et les pièces qui entourent autour. L'affectation de ces pièces dépend de l'emplacement de chaque pièce. On verra par la suite c'est quoi ça sert. Donc il y a 4 caractéristiques, le patio, la galerie, la terrasse et les pièces. Dans la maison traditionnelle, on trouve souvent 8 chambres la présence de 8 chambres doit guider l'architecture architecturale. C'est caractéristique, la cuisine, c'est une chambre qui est réservée pour cuisine, pour le nom, s'appelle sur la langue locale, on s'appelle l'armoire. Donc se trouve de local réservé aux denrées alimentaires. Les figuiers ont une habitude d'acheter sous forme de grossistes, ils achètent tout en grande quantité, donc à tel point qu'ils ont réservé une chambre comme stock alimentaire. Vu les dates, c'est un produit important pour elles, donc ils stockent tous les besoins qu'ils ont de date pour l'année, toute l'année. Donc ça lui permet de réserver une chambre pour les stocks alimentaires. Et l'Arsal, c'est une pièce forte. On stocke ces matériaux sur une chambre qu'on appelle l'Arsal. C'est une chambre déjà fortifiée, avec un pilier au milieu. C'est pour cela qu'on lui donne le nom de pièce fortifiée. Pour les pièces des invités, et de sans-service, peut être au rez-de-chaussée ou à l'étage. Son accès est indépendant. Son plafond est souvent de laurier rose, comme vous voyez ici dans ce schéma-là. Parce que sur le plafond qu'on verra plus tard, il y a 2 types de chambres. Soit on utilise des solives avec des crânes, soit on utilise des branches de laurier rose, on verra ça par la suite. Et pour les chambres des parents, qui se situent au rez-de-chaussée, directement à l'entrée de leur famille, étant donné que les parents sont le chef de la maison, donc ça lui permet de veiller aux transitions des membres de la famille ou des visiteurs et de surveiller toute la maison en général. Et pour la chambre de la grand-mère, des grands-pères, grand-mère, grand-père, c'est une chambre qui est limitrophe à la chambre de stockage. Comme quoi, la grand-mère est considérée comme une gestionnaire des denrées alimentaires pour éviter toute pénurie. C'est elle qui donne et partage selon les besoins de la famille pour éviter toute pénurie ultérieure. Aussi pour les chambres des enfants, quoi que ce soit le nombre, on réserve toujours 2 chambres. Il y aura une chambre réservée pour les enfants, et une chambre pour les garçons, et une chambre réservée pour les garçons. Donc ça lui crée des liens d'intimité, des liens de fraternité entre eux. Donc c'est déjà un bien pour nous prendre dedans. Le cas de stockage
les chambres des enfants pour le lieu de stockage des produits textiles. Donc l'économie africaine se repose sur deux caractères, l'agriculture et l'artisanat. Il y a Ibn Khaldoun, un écrivain qui était de passage à Fikik, il disait que l'économie de Fikik se passe sur deux instruments, Zadert et Tsadert. Zadert, c'est la source d'eau qui témoigne de l'agriculture. Tsadert, c'est un instrument de tissage. Donc c'est pour cela qu'il a résumé, tout après son étude à Fikik et tout ça, il a résumé en deux mots, Zadert, source d'eau, et Tsadert, un instrument avec quoi on fait le tissage. C'est Ibn Khaldoun qui a été fait pendant son parcours. Donc, l'artisanat, c'est une activité principale dans l'économie de l'Oasis. C'est pour cela qu'il réserve une chambre sèche pour les produits textiles. Cette chambre se trouve souvent à la terrasse. Pour que permettre la terrasse, c'est un endroit où il peut faire le tissage. C'est une activité qui se fait pendant le jour. Donc il y a les femmes, un rassemblement des femmes pour faire tisser les djellabas, les barnous, mis à part d'autres activités qui se font chez les hommes pour la préparation des coffins, la préparation des tapis, tout ça. Pour la typologie de l'habitat traditionnel, comme il est bien clair ici, comme vous le voyez, donc cette organisation dont je viens de parler, elle est bien claire ici. On trouve toujours des pièces des invités, c'est celle-là, où vous voyez c'est la pièce des invités qui a un accès privé. On trouve qu'il y a un accès privé, on trouve le patio avec la galerie, les galeries et toutes les pièces autour. Donc pour les maisons à un seul, il y a le salon, il est là, il y a la pièce des invités, il y a la cuisine, il y a toutes les caractéristiques dont je vais vous parler. Ici, pour les maisons à deux qui ont un rassemblement de deux maisons, celle-là, c'est réservé aux animaux et c'est là où on partage la vie familiale. Donc c'est un petit peu la contour. Pour la transformation de l'habitat traditionnel, avec l'évolution, l'habitat traditionnel a subi des transformations qui peuvent être soit légères, soit des transformations importantes. Les transformations légères, ça consiste par division de la propriété entre héritiers, et ce qui est normal, soit pour la création de nouveaux espaces, changement de la vocation d'autres espaces, soit pour la division de la propriété, soit pour des embellissements de la maison par la création de toilettes, de cuisines modernes. Et c'est des affectations quand même qu'on considère des transformations légères. Alors que pour les transformations importantes, ça consiste à la reconstruction, c'est ça le problème. Nous, on le considère en tant que prévoyant, qu'on va évoquer tout à l'heure, par la reconstruction des maisons avec des matériaux conventionnels en raison soit de sa vétusté, soit de son effondrement et son changement de l'architecture, avec le changement de l'architecture existante. Voilà. Mais c'est créé maintenant des pathologies, cette construction, c'est des formations importantes, ça crée des pathologies au niveau du tissu urbain ancien. Parce qu'on trouve des maisons récentes à l'intérieur d'un noyau ancien. Pour les principes générateurs, la maison Fikiki appartient à la grande famille des maisons du Maroc. Sa spécificité ça réside dans la manière de traduire les facteurs générateurs. Parmi ces facteurs générateurs, on peut citer l'intimité. Déjà, lorsque je parle que la chambre des invités a un accès privé, ça témoigne que l'architecture ancienne prend en compte ce point. Il faut toujours que, le plus souvent, la chambre des invités, ou bien la chambre qui est réservée aux invités, elle a accès privé. Ils ont un point d'eau propre aux invités, donc de façon qu'ils ne communiquent pas directement, que c'est une société réservée, mis à part les membres de la famille qui circulent directement avec la famille. Alors que l'invité peut venir et retourner sans voir les membres de la famille, on le serve à travers des enfants qui l'amènent à manger, tout ça. Et pour l'intimité aussi, au niveau de l'entrée d'Orsa, on n'a jamais une entrée où tu vois le patio. On a toujours un vestibule, tu passes, après tu tournes. Ce forme de nom de vestibule que vous pouvez noter ici. Vous avez toujours une architecture, tu passes, tu es déjà au regard avec la maison, donc tu passes, après tu tournes. Pour comme ça, à l'ouverture de la porte, tu ne vois pas les autres espaces de la maison. Pour la polyvalence, la plupart des pièces, la plupart des composantes de la maison, soit la terrasse, soit le patio, soit les chambres, ils ont une utilisation conjoncturelle, ça dépend entre les moments de la journée et entre les saisons. Par exemple, la terrasse, on l'utilise sur plusieurs. Le patio aussi, c'est un lieu de communication.
Ça permet la communication de toutes les choses, ça permet l'aération, ça permet la communication de tous les membres de la famille, et ça permet l'usage en tant que salon au moment des festivités, tout ça. Et le déplacement interne, vu l'architecture de la maison, les déplacements internes, les galeries, c'est un emplacement qui permet le déplacement interne entre toutes les pièces de la maison. Le confort thermique est assez garanti à travers des constructions internes qu'on va développer tout à l'heure avec les matériaux constructifs, avec l'épaisseur des murs, avec les matériaux, avec la terre crue, avec les adocs, avec tout ça. Et la centralité, le patio, ça crée toujours un lieu de communication, un lieu de croisement entre tous les membres de la famille. C'est pas comme ailleurs, par exemple, je trouve là un membre de la famille qui peut aller à sa chambre sans contacter tous les membres de la famille, alors que ce patio, ça crée toujours un lieu de croisement, lieu de communication, et le plus souvent, c'est déployé comme un séjour qui permet de rassembler tous les membres de la famille. Donc ça crée la communication et ça crée l'intégration des membres de la famille entre eux. Et pour l'éloignement des nuisances, c'est toujours pris en considération. Les lieux humides et les entrepôts qui peuvent rapporter de l'humidité, ils sont toujours classés dans un coin de façon qu'ils n'affectent pas par l'humidité, vu la sensibilité des constructions internes par l'humidité. On a parlé un petit peu de ce qui est construction, ce qui est architecture locale. Cette architecture locale est bien complétée par les systèmes constructifs à travers les matériaux de construction. On va voir maintenant. Pour les matériaux de construction, on a quatre principaux. On a la pierre, que ce soit des galets ou que ce soit des pierres brutes. Ce sont des matériaux qui sont le plus souvent très abondants aux alentours de Figuig. Utilisé pour la construction des fondations et du soubassement. Il y a encore la terre, matériau principal, constituant le patrimoine bâti ancien de Figuig. Il est utilisé pour la construction, pour la formation de l'adobe. Il y a deux images là. Il y a deux photos là. C'est une photo d'adobe formée à la main et une photo qui est l'adobe formée à la moule. Donc pour la fabrication de briques ou d'adobe, aussi pour la réalisation de formes de toiture, et aussi pour les enduits. Donc déjà pour la terre, on l'utilise pour la fabrication de l'adobe. Pour l'adobe, on a deux formes. L'adobe formé à la main, qui est sous forme triangulaire, de forme prismatique, avec des lignes curvilignes. Et sa formation, on verra comment on peut travailler l'adobe. Il y a l'adobe moulé. Ensuite, on peut préparer... Ça consiste à faire un pétrissage de la terre. Après, qu'on laisse pendant 20 jours pour se fermenter. Après ces 20 jours, on en travaille qu'on laisse sécher pendant 20 jours. Il y a aussi la terre utilisée. On mélange avec de la chaux pour avoir un autre produit trop sophistiqué qu'on s'appelle Zedelax. Pour le bois de palmier, aussi, c'est un bois, les Figuigis sont utilisés d'exploiter au maximum toutes les sources dont ils ont disponibles. Étant donné que le palmier, c'est une plante qui est essentielle à la ville de Figuig, donc il exploite au maximum les dérivés des palmiers, soit les carnafs, soit les troncs du palmier, soit les palmes, soit déjà 2 jours, on a connu déjà 90 utilisations du bois du palmier. Et le déchet des poils de palmier est utilisé pour préparation de la chaux à travers des fours à chaux. On verra ça. Ici, ce cycle de production des briques confectionnées à la main. Donc ici, ça consiste pour le travail de la terre, le pétrissage. Après, il y a des formations à travers, avec des ouvriers qui sont spécialisés à la formation de l'adobe, formée à la main. Donc ici, c'est le résultat. Après, ça prend au moins 2 mois pour la préparation des adobes formés à la main. Donc il y a 20 jours qu'on laisse, après 20 jours de séchage, et on a le résultat, c'est ces briques-là. Donc aussi, en plus de ça, il y a les briques formées à la main. Ici, il y a une autre construction, déjà à l'exposition, le film qu'on a vu la dernière fois, il parlait sur d'autres zones de l'oasis du Maghreb, du Maroc. Il parlait de la construction avec le pisé, alors que ici, à Figuig, on n'emploie pas tout souvent le pisé, mais on emploie de la terre formée sous forme d'adobe. Alors que pour les autres zones de Rachidia, les mimes, qui était le sujet qui était assisté par mes beaux films, qui était sa projection, il parlait bien de pisé.
Donc pisser, c'est une technique aussi de travailler la terre crue. Ça consiste à faire des coffrages, puis ça consiste le compactage pour avoir des murs bien compactés, bien dames. On utilise souvent le bois de palmier en raison de cette texture fibreuse. Sa fabrication est très délicate parce qu'il a une composition, il a une texture très fibreuse. On ne peut pas utiliser ni l'acier, ni le rabot, ni rien du tout de matériel de l'industrie. Donc ça demande un petit peu de patience et un petit peu de savoir-faire pour qu'on puisse préparer. Soit pour le plafond, on utilise des troncs du palmier qui étaient débités en deux, soit les karnaf. Donc ici c'est le bois de palmier. Lorsqu'on le partage en deux, ça donne des poutres qu'on peut utiliser au niveau entre les galeries, entre les piliers sur les galeries, soit partager, débiter en trois, qu'on utilise sous forme des solives qu'on utilise, comme montre bien cette photo-là. Ce sont des solives qu'on dispose, je vous explique tout à l'heure le mécanisme, comment ça se fait. Donc on pose des solives. Après, mis à part les solives, on utilise les karnaf. Le karnaf, c'est une base, une pale, qui est de forme triangulaire, on le dispose entre les solives. La préparation du plan du palmier, voilà, si on débite les troncs du palmier en deux pour avoir des poutres. Une fois qu'il est débité en deux, on l'utilise pour les poutres qu'on remet entre les piliers, surtout au niveau des galeries. Il est partagé en trois, on l'utilise pour les plafonds. Ici, c'est la préparation des karnaf. Ce sont des bases de palme qui seront bien retracées, bien travaillées, de façon qu'ils soient une forme uniforme et soient triangulaires. Après, on les pose entre les solives. On verra le schéma d'un plancher complet. Voilà la disposition, comment ça. Voilà, vous avez ici des solives qui sont superposées, écartées de 20 à 25 cm. Entre ces solives, on pose des karnaf de façon à avoir la pointe d'une contre la base de l'autre. Et après, une fois qu'on met ça, on met un film en plastique. Après, on remet du mortier, de la terre, pour bien fixer les karnaf entre eux. Après, on fait de la terre damée selon la pointe voulue. Donc, voilà schématiquement comment il est. Là, c'est les solives. Seulement, une chose à retenir, c'est que ces solives, on ne peut pas dépasser la distance de une longueur de 3 mètres. C'est ce que détermine la largeur des chambres. À Figuig, quoi que ce soit l'architecture, on peut y avoir des chambres dont la distance ne dépasse pas 3 mètres. Sinon, on fait recours actuellement, avec des nouvelles techniques, on fait recours au rail. On fait le rail, au lieu de disposer le palmier comme ça, on le dispose comme ça. Donc, en ce moment, on choisit selon les dimensions voulues pour une chambre. Et voilà. Donc, au lieu... Et pour les chambres sacrées, si vous voulez, pour les chambres qui sont réservées pour l'accueil des visiteurs, pour les invités, on les met souvent avec laurier rose. Donc voilà, c'est ce que vous voyez ici. C'est des branches de laurier rose. Au lieu de faire la karnaf, on tient qu'on colore à l'avant, et on crée des dessins comme ça. Et ça donne une esthétique très importante. Ce sont des formes pour embellir les plafonds des maisons, des salons chez nous, qui est réservé pour... ce qui témoigne de la haute hospitalisation des gens du Figuig par rapport à l'étranger pour le bien-être. Pour la menuiserie, toujours on fait recours au bois du palmier. Ça consiste à un rassemblage des troncs du palmier qui sont débités toujours pour avoir des portes de cette manière-là. Il y a pas mal de photos. Il y a une de photos qui est prise des portes. À l'extérieur. Qui fait que le bois de palmier, son usage est très reconnu, très répandu pour l'oasis du Figuig. Vu que la disposition à l'oasis du Figuig des pièces calcaires, et vu qu'il y a du bois du palmier, surtout ses déchets, donc on en profite de ces deux matériaux pour préparer de la chaux au lieu de l'amener ailleurs. Donc déjà, on a 5 tonnes de bois. On peut l'utiliser pour cuire 25 tonnes du bois, de la pierre calcaire et pour obtenir 15 tonnes du chaux. Donc on a des fours spécialisés pour la préparation de la chaux. Cette chaux, on l'utilise soit pour les ouvrages agricoles, pour les ouvrages hydrauliques, soit pour le badigeonnage des pièces ou pour la réalisation des systèmes d'évacuation des eaux pluviales.
aussi pour la forme de toiture et pour les enduits en mur. Donc on verra des fours. Voilà, c'est des fours à chaud qu'on a souvent sur l'extension de la palmerie. Donc chacun, lorsqu'il va commencer à construire une maison, ça lui fait bien de travailler déjà, de préparer à la chaux. Comme il prépare la pierre, il prépare l'adobe, il prépare tous les matériaux de construction, y compris la chaux. Donc grâce à ces fours-là, il cherche des pierres calcaires qu'il se met dedans pour puis laisser de cuire. Il les cuit presque une semaine, jour et nuit, avec des équipes qui sont réparties pour avoir une permanence durant toute la semaine. Une fois qu'il se cuit, donc le résultat c'est de la chaux qu'on peut utiliser comme je l'ai expliqué tout à l'heure, pour l'addigionnage des pièces, pour éviter l'imperméabilité au niveau des toits, et aussi pour l'enduit mélangé avec du sable pour avoir du sédimentation. Pour le système constructif, procédé constructif traditionnel, donc on a les fondations, les sous-bassements, les morts porteurs. Les fondations sont réalisées avec des tranchées, réalisées dans des tranchées de largeur uniforme, 50 centimes, dont on dispose les pierres, surtout les pierres brutes, pour faire recours au galet. Et on peut aussi faire des sous-bassements avec cette pierre par élévation de 50 jusqu'à 1 mètre pour éviter au-dessus du sol pour protéger les constructions contre les pluies torrentielles qui surviennent de temps à autre. Aussi, après avoir construit les sous-bassements, après avoir construit les fondations, ensuite les sous-bassements, on élève des murs porteurs, on élève des murs porteurs par des adobes qu'on met sous forme de rangée pour avoir un mur de 50 centimes. Donc, soit on met un adobe qui fait 28 centimètres, et à côté on met une qui est posée d'une façon allongée, l'autre de façon comme ça pour avoir la dimension voulue. Voilà. Pour les piliers, c'est ça. Je vous ai parlé tout à l'heure qu'on a deux formes d'adobes. On a les adobes formés à la main et les adobes formés à la moule. Les adobes formés à la main, on en sert pour l'élévation des murs, et les adobes formés à la moule, ça sert pour la construction des piliers qui sont édifiés soit à l'intérieur dorsal, soit ces piliers qui sont construits dans la galerie. Ces piliers construits en briques moulées, ces piliers sont édifiés dans le patio, soit dans le patio, soit dans les chambres fortifiées, font du surface. Voilà, donc c'est ça. Donc, avec une décoration, on fait des décrochements tout autour pour avoir une forme bien spécifique et caractérisée. Donc ça permet d'avoir une surface plane. C'est une technique de pose de la toiture. Donc voilà, on a c'est un pilier. Donc ici c'est des solives. Ici c'est des solives. À l'intérieur des solives, on peut avoir des carnacs. Donc ici on a un film en plastique. Puis on fait de mortier. Après on fait de la terre damée selon la pente voulue. Voilà le résultat, donc les paniers. Les ouvertures, même malgré qu'il n'y a pas assez d'ouvertures dans le but de préservation thermique, il n'y a pas assez de fenêtres qui se fait à l'extérieur. Si on en a, on peut avoir une ou deux, surtout dans la chambre qui est réservée à l'étranger, aux invités. Sinon, les ouvertures ils peuvent être soit des éléments linéaires, soit des éléments en arc. Les éléments linéaires, on les fait toujours, on fait recours toujours au bois de palmier, qui est imprégné dans les murs porteurs. Pour les éléments en arc, ils sont faits en adobe, on superpose l'adobe de façon qu'on voit un arc bien précis. Et les fenêtres des pièces des invités situées à l'étage, donc sur la rue, sont protégées par des grilles en fer. Voilà des ouvertures que vous voyez ici, le type des ouvertures, soit des ouvertures comme ça, soit des ouvertures comme ça, soit des ouvertures en arc. Ces ouvertures en arc, on peut les voir même sur les galeries qui donnent sur le patio. Pour les décorations, comment on le fait? Après avoir posé un mur, on fait recours aux décorations, une harmonie à la pièce. Voilà, si c'est des schémas de l'entrée dorsale. Si c'est des exemples de grilles de fer forgé, qu'on utilise souvent pour la protection à l'extérieur, et ce avec un heurtoir qui caractérise les portes de fil. Et pour les enduits, on a deux façons. Soit qu'on laisse le mur sans enduit, on en suffit de projeter des mortiers pour le mur, soit on utilise des enduits qui sont bien faits. Et actuellement, voilà, c'est des enduits
Actuellement, avec l'évolution des pratiques, on utilise un mélange de sable fin avec de la chaux pour avoir ce qu'on appelle Tzadilex. Ça donne des murs vraiment très sophistiqués, très bien faits. Voilà, c'est l'exemple de Tzadilex. C'est des murs peints au vinylique. C'est vraiment quelque chose qui tient bien. Et ça permet, ce sont des murs qui sont très imperméables. Vu la substance de la chaux, c'est une substance qui est imperméable et qui est bien. Donc ici, c'est un modèle de travaux d'aménagement avant, comment on fait recours. Et voilà, une fois, c'est une mosquée qui a été finie avec tous ces travaux. Donc après avoir débordé un petit peu ce qui est architecture, ce qui est matériaux de construction, il y a un grand problème qui constitue maintenant les facteurs de dégradation. Donc il y a des facteurs de dégradation humains, et c'est des facteurs de dégradation naturelle. Ces facteurs-là sont interconnectés et qui contribuent pour affaiblir la stabilité. Parmi les facteurs naturels, il peut y avoir des érosions, des matériaux, des infiltrations, des perméabilisations. Aussi pour les facteurs humains, il y a l'abondance prolongée, c'est ça le programme. Vu que la société de Félix est une société, c'est une petite communauté, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc pour les études, une fois qu'on arrive le baccalauréat, on était obligé de se placer ailleurs. Donc il y a une forte migration vers l'extérieur, soit vers les pays d'Europe, soit une migration interne. Donc ce qui fait, ça crée des maisons qui sont vides. Donc cet abandon prolongé, marginalisation, aussi des modifications qui impactent le tissu ancien, ça crée des problèmes majeurs et qui affaiblit la stabilité. Et ça la dégradation. Donc, exemple de dégradation, on a ici c'est d'érosion, c'est des imperméabilisations au niveau de toit. C'est le problème que le mur de ce bâtiment n'était pas assez haut pour pouvoir protéger des cours d'eau qui existent. C'est le problème d'érosion. C'est le problème des fissures, mais ce sont des fissures qui peuvent être très réparables, c'est pas comme le matériau conventionnel. Ici aussi c'est détachement des enduits. Ce sont des interventions qui peuvent se faire facilement. On dérache l'enduit, après on essaie de remettre un nouveau enduit. Ici, le problème, c'est au niveau des solives. On a peut-être fait une largeur qui est insupportable. On a dépassé les 3 mètres. Donc on a dépassé les 3 mètres. Donc la résistance du palmier avec le problème de l'eau, donc ce sont des effondrements des plafonds. Donc, pour le système constructif, on a noté les problèmes majeurs, tels que l'état de vétusté des habitations, la défiguration des paysages urbains, comme les constructions des bâtiments, construction avec matériel conventionnel à l'intérieur de l'habitat traditionnel, aussi l'extension des bâtis du triment de la palmerie, ça crée un vrai problème. Les gens, au lieu d'entamer des aménagements ou par des partages d'héritage et tout ça, ils ont recours à construire en dehors de l'habitat traditionnel. Donc ils construisent au niveau de à l'extérieur au détriment de la palmerie. Donc il y a une extension des palmeries au détriment de la palmerie. Il y a le problème de carence en infrastructure de base des assainissement. C'est un vrai problème parce qu'on a un système de fosse septique à l'intérieur de la maison. Ces fosses septiques, avec le temps, ça crée un facteur de nuisance très important par l'infiltration des eaux au niveau de ce bâtiment, qui était très sensible à l'eau, avec les matériaux qui sont très sensibles à l'eau, donc avec le temps, ça crée des infiltrations et des dégradations de l'habitat à travers de la base. Pourquoi sauvegarder? C'est un patrimoine culturel de valeur scientifique remarquable pour l'histoire, l'archéologie et l'anthropologie. Aussi, il y a une richesse très importante au niveau de l'archéologie, parce que c'est un endroit qui est très riche, et ça fait l'objet de recherches scientifiques sur travaux beaucoup de gravures rupestres, on trouve beaucoup de traces d'évolution, beaucoup des choses très archéologiques. Ici, il y a une entité importante de patrimoine architectural, témoigne d'une adaptation ingénieuse à un milieu à forte aridité, fragile et à des ressources rares. Donc déjà, le type de construction qu'on adopte, ce sont des constructions qui adoptent un confort thermique très important. Avec la structure qu'on a, il y a des murs qui sont, on les appelle passages qui sont couverts, avec des bâtiments qui sont aveugles, ça permet l'isolation thermique.
surtout pour une ville qui arrive jusqu'à 45 degrés pendant l'été, jusqu'à moins 5 degrés dans l'hiver, avec le manque des infrastructures, les chauffages. Donc vraiment, on se sent bien allégé avec toutes ces conditions. Donc, après avoir parlé sur l'habitat, on va encore parler un petit peu sur la question de l'eau. Malgré les contraintes climatiques qui sont connues à Figuig, il dispose de ressources plus importantes, de ressources hydrauliques, avec la présence de plus de 30 sources. Normalement, il y avait 36 sources, il y a 6 sources avec des dépressions hydriques, il y a 6 sources qui sont... Il existe maintenant 30 sources qui sont opérationnelles. À travers l'histoire, l'eau a été un facteur déterminant dans l'installation de Parabelleur, je viens de le dire tout à l'heure, que l'organisation spatiale d'Erxov de Figuig est basée sûrement sur la présence des sources au sein de chaque quartier. Il y a plusieurs, tant que l'eau c'est une matière très source de vie de l'existence, donc Figuig a connu plusieurs conflits pour l'eau, surtout entre les Erxov, et ces conflits, ça a créé vraiment des problèmes au niveau des habitants de Figuig. Le cheminement d'eau, on a parlé des sources, donc à la sortie de la source, l'eau est sortie à travers, l'eau est acheminée par surface à travers des réseaux sophistiqués qui sont souterrains. Vu l'espace, vu la taille qui a créé un escarpement de 40 degrés, de 40 mètres, donc le niveau des égouts, on les trouve à 40 mètres, parce qu'il y a des behouha sur lesquels on descend 114 marches pour pouvoir arriver, pour découvrir une source. Il y avait vraiment, sur le niveau hydraulique, il y avait un patrimoine très riche qu'il fallait bien protéger, qu'il fallait bien préserver. Donc, à la sortie de la source, l'eau est acheminée à travers des CDA qui sont souterrains, ça s'appelle khtaras, puis stockée dans les bassins d'accumulation ou les bassins de stockage. Cette eau pourrait être utilisée par les usagères, par les agriculteurs. Le système de gestion d'eau se base sur 2 unités. Le premier au niveau de la source jusqu'au bassin de stockage. L'eau, la gestion d'eau est faite en tant que volume, en tant que heure, en unité de temps. Alors qu'au niveau, depuis le bassin de stockage, à travers les jardins, on utilise un autre moyen de mesure de gestion, on utilise l'unité de volume, ce qu'on appelle le tirage. Tout à l'heure, une petite exposition de 3 minutes va vous expliquer un petit peu comment la gestion de ce passe et la formation des plafonds. Donc, l'eau est gérée par un aguadier. Un aguadier, c'est un propriétaire du bassin. Je ne parlais pas. Pour l'eau, c'est une propriété privée de chacun à Figuig. Il y a toutes les Figuiers qui ont droit à cette eau. Donc c'est pas évident que chaque propriétaire doit avoir son propre bassin de stockage. Donc à chaque quartier, on trouve un bassin de stockage. Et ce bassin de stockage, ça lui appartient à un aguadier, c'est lui qui est le gestionnaire du bassin. Donc les autres membres, les autres usagers, ils utilisent l'eau. En contrepartie de son utilisation, il a droit à prendre 5 minutes de sa dotation qu'il a. Chaque 45 minutes qu'il met dans le bassin, l'aguadier a droit à utiliser 5 minutes de ces 45 minutes. Donc, une fois que tu mets 45 minutes dans l'eau, tu n'as droit que à 40 minutes. Les 5 minutes, ça reste pour un aguadier. C'est une rétribution en nature pour un aguadier, que ce soit cette contribution pour qu'il veille à l'aménagement du bassin, qu'il veille à la gestion des conflits, qu'il veille à la gestion du bassin, et créer des emplois pour que chacun peut irriguer le jardin. Voilà, donc ici c'est un répartisseur. C'est l'eau de la source, comment il était fait. Donc comme vous voyez ici, on a de la source ici. La source, il y a 4 fractions qui ont servi de cette source-là. Il y avait 1, 2, 3 et 4. Donc la possibilité, toutes les fractions, ils auront soit un canal, soit 2, soit 3, soit 4. Toutes ces probabilités, il y a 64 probabilités qui ont été faites dans ce répartition. Parce que chaque fraction, tu peux avoir soit bénéficier d'un, soit de 2. Donc si tu trouves des arrangements que ce soit que tu bénéficies de 2, soit de 3, et les autres n'ont pas, soit de 4, soit chacun, soit 2 qui auront. Donc il y a toutes les possibilités, il y a 64 possibilités
Et ce qui est curieux et ingénieux de ce système-là, ce sont nos ancêtres qui ont créé ce système, avec leur toute ignorance, mais ils ont un savoir-faire ancestral très important. C'est grâce à ce système que le Maroc a été primé, que l'oasis de Fédic a été primé en tant que patrimoine agroalimentaire par le FAO en juin 2023. Ici, c'est le modèle des bassins de stockage. Ici, c'est le modèle des CELIA qui amènent l'eau depuis la source jusqu'à ces bassins de stockage. Donc, j'ai parlé tout à l'heure que parler de la trame qui caractérise l'oasis du Fédic, c'est l'eau, c'est l'habitat, c'est l'habitat traditionnel, et c'est l'eau, et c'est la palmerie. Toute cette palmerie s'était noyée dans un désert très, très étendu. Merci pour votre attention. Il y a des photos à découvrir tout au long. Merci à vous. Ça va aller. Le candidat à la création de Fédic. Quand est-ce qu'elle est créée, Fédic? On trouve déjà des bâtiments existants depuis le 5e siècle. Ça date depuis longtemps. Des habitations étendues qui dataient depuis le 12e siècle. Il y a vraiment des monuments historiques, on trouve des choses qui existaient depuis le 5e siècle. Sinon, après le 2e siècle, les habitations sont déjà là. Ce sont des bâtiments qui sont très 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 anciens. Mais au niveau de civilisation, c'est une civilisation très ancienne, très 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 ancienne. À travers des gravures rupestres, à travers des recherches qui ont mené par la faculté de Sujda, et aussi surtout par les étudiants de Paris 7 et par l'École nationale d'architecture avec son âme, Jean-Pierre Bala, qui a vraiment beaucoup fait de recherches sur l'évolution de la ville de Fédic, son patrimoine. Est-ce qu'il y a un phénomène d'évaporation important compte tenu de la situation géographique? Les bassins? Yes. En fait, les bassins, c'est une eau qui circule, c'est pas une eau stagnante. Tu remplis le bassin le soir, et c'est fini, en une journée, c'est fini. Parce que tu as un bassin de stockage qui était rempli le nuit pour utiliser par les usagers en une journée ou deux. Il y a plusieurs sorties, chacun utilise l'eau. Chacun utilise l'eau qu'il a. Donc il avait qu'un moyen, cette vidéo tout à l'heure on va faire, pour vous montrer comment se fait la manière de gérer l'eau par un aquatique. À travers un bâton, on a d'abord, avant de commencer, vous posez un bâton, puis vous faites une trace au niveau du bâton. Après, une fois c'est fini, vous fermez et vous faites une autre trace. On a une unité de mesure qui fait par exemple 5 cm. On dit que cette unité de mesure, ça correspond à ce que je connais en haut, je connais que j'ai 2 heures. J'ai 2 heures ou 3 heures. Donc cette unité de volume, ça donne le nombre d'heures qu'a fait le volume dans un bassin. Ça dépend, cette unité de mesure, ça dépend de la dimension de chaque bassin. Donc c'est converti en unité. C'est une manière avec laquelle on convertit l'unité de volume, une unité de temps, une unité de mesure. Donc ils font au début de chaque saison, 2 fois par an, ils font un comité sur pour mesurer, pour s'en sortir. Ça correspond à quoi l'unité de mesure par rapport à un volume. Parce que même le débit, c'est différent. On mettait le débit, ça descend, en hiver, il remonte. Ça dépend aussi sur le pompage. Puisqu'il y a le pompage, puis on affecte les sources de la nappe. Donc il y a un débit qui diffère d'une saison à l'autre. Voilà. Donc c'est pour cela qu'il n'y a pas assez d'évaporation, parce que l'eau
voudrais savoir, Latifa, si les modifications du changement climatique risquent d'avoir un impact sur la ressource en eau. Est-ce que vous avez quelques inquiétudes de ce côté-là? Oui, ces changements climatiques qui impactent tout le monde. Donc oui, justement. Aussi, on est bien touché parce qu'on a des sources. Tout à l'heure, je vous ai dit, il existait 36 sources. Maintenant, il y a 6 sources. Elles étaient d'arrive. Il n'y avait que 36 sources, et c'est que 30 sources. Parmi ces sources, par exemple, la source principale de la Metz, il avait au début, vers les années 80, il avait un débit de 88 litres par seconde. Oui. Maintenant, il est redevenu jusqu'à 23 litres par seconde. Ah oui, donc. Vraiment, c'est grâce. Parce que, bon, déjà, il y a le problème de pluie. C'est une zone où ça pluie pas souvent, ça pluie une fois par an. Parce que nous avons un moyenne de 100 millilitres dans une année. Des fois, maintenant, ça fait depuis 2018, ça n'a pas plu. Donc 5 ans de sécheresse. 5 ans de sécheresse, on n'a pas connu une goutte d'eau. Donc ce sont des problèmes qui vont... Mais quand même, plus on a une richesse de la nappe phréatique, mais ça ne va pas durer si longtemps. Mais quand même, les alloadiers, c'est ça leur rôle. Ils essayent de freiner un petit peu l'usage par la maîtrise des cultures qu'on fait, par la maîtrise des légumes qu'on fait, par la maîtrise parce que des fois, ça ne vaut même pas la peine de faire des légumes qui consomment assez d'eau. Mais on essaye d'arranger, parce qu'ils sont là pour ça. C'est un mot très important pour la gestion des ressources hydriques. Et si on veille à la sensibilisation des gens, l'importance qu'on a dernièrement, c'est que cette stress hydrique était compensé par l'exploitation d'un barrage qui était fait à l'autorage de Philippe. Il y a déjà deux barrages stress et un barrage d'artisan. C'était un complément des moyens hydriques qu'on a. Je suis allée à l'Expos. Oui. J'ai vu sur les vues là, que vous avez passées que les séguias étaient rarement recouvertes. Je l'ai constaté sur le Ouédra au sud de l'Atlas aussi. Les séguias sont rarement couvertes par des dalles. Est-ce que ça ne résoudrait pas en partie le problème d'évaporation de l'eau en cas de problème? J'ai rarement vu des séguias couvertes. Est-ce que ça n'améliorerait pas? En fait, déjà, pour les séguiaphiles, on a deux sortes. On a depuis la source jusqu'au bassin, c'est un réseau souterrain. Donc, vu la dimension qui est de 30 mètres, 38 mètres, on a des réseaux souterrains qu'on ne voit pas. Il faut descendre à 114 marches pour trouver un séguier. Voire 30 marches, voire 50 marches. Bon, ils sont à un niveau, à ce niveau, il n'y a pas de problème. Mais au niveau, à partir du bassin de stockage, on est presque à l'intérieur de la palmerie. Même cette évaporation pour nous, ou même pour les infiltrations au niveau des parcours, c'est des séguias, c'est une relation gravitaire. Donc même pour nous, rien ne se perd, tout se transforme. Déjà, au moment du parcours, on est des bassins qui existent à l'intérieur de la palmerie. Des fois, on a recours à construire les séguias, même pas avec les matériaux conventionnels, on les construit en terre. Parce que cette infiltration et cette évaporation, ça crée un microclimat pour la palmeraie et pour les arbres, parce que nous avons des jardins potagers. On a 3 strates. On a les palmiers, on a les arbres et on a des gouttières fourragères des légumineuses. Donc déjà, cette perméabilité, au fur et à mesure, ça crée un environnement, ça donne de l'irrigation aux palmiers, qui sont reconnus par leurs racines qui font 6 barres, qui peuvent avoir de profondeur jusqu'à 30 mètres en profondeur. Voilà, donc au fur et à mesure, on a une proportion, sa croissance au ciel, c'est la même croissance qu'en bas. Si tu as un palmier qui fait 30 mètres de longueur, il fait 30 mètres de... Voilà, il cherche toujours Si tu as un palmier petit, il a des racines. Si la racine d'un an ou 2 ans, tu as de 4 mètres, tu as les racines à 4 mètres. Plus qu'il s'élève au ciel, plus ils sont bien ces racines pour chercher. Donc, l'eau qui se perd, les palmiers sont non profitent déjà pour eux. Et aussi, c'est notre niveau de ces séguias-là, on trouve il a créé des lavoirs au niveau de chaque racine.
Donc les gens, pour leur usage habituel, au niveau pour les lessives, pour les douches et tout ça, ils ne peuvent pas assez d'avoir là pour laver les vêtements, pour en profiter des douches. Il y a des douches qui sont réservées pour les hommes et des mêmes qui sont réservées pour les femmes. Et alors, les gens, vous avez dit qu'il y a une porte qui va vers la Palmeraie. Les gens, ils n'habitent pas la Palmeraie. Ils n'émigrent pas l'été, par exemple, à Garbaïa, en Algérie. Les gens vont l'été dans des maisons de Palmeraie. Ils quittent les Tsars, quoi. Là, ils habitent toujours dans le Tsar et ils vont travailler à pied avec leur... Oui, leur Tsar, l'habitation, c'est à l'intérieur de Tsar. Ouais. Sauf qu'il y a des petites chambres qui peuvent servir pour une promenade, pour prendre un thé. Il y a des petites chambres à l'intérieur, comme lieu de stockage des matériels et tout ça. Mais c'est pas des habitations. C'est pas des habitations. C'est pas des habitations, mais c'est toujours les agriculteurs vivent à l'intérieur de ça. Mais ces étendues des palmeraies, c'est juste pour les exploitations agricoles. Il paraît que le palmier, ce n'est pas du bois. Parce que le palmier serait comme un asperge. Est-ce que c'est exact? C'est pour ça que peut-être qu'il n'y a pas une... Non, les troncs de palmier, c'est sous forme de bois. Peut-être la photo et là-bas, ils sont bien. C'est sous forme de bois. Mais c'est des bois où on trouve des palmes qui sont imbriquées. Bon, c'est un tronc. Tu trouves des palmes. Oui, oui, non, c'est que les palmes, voilà, des palmes. À chaque fois qu'on coupe des palmes, à chaque croissance, ça nous remonte vers le haut, on coupe des palmes de surplus. Donc c'est d'un tronc où tu trouves des palmes imbriquées. Donc au moment de la préparation du palme pour l'usage pour le plafond, on débite ces troncs du palmier. Du tronc du palmier, il faut d'abord qu'on enlève toutes ces palmes, ces bases des palmes. Après on les débite en deux. Lorsqu'on les débite en deux, ce grand diamètre est utilisé comme des poutres qui raccordent entre les piliers comme une galerie. Comme des poutres qu'on utilise pour les matériaux conventionnels. Au lieu de faire des paires 12 fils, 12 fils, 14 fils, on utilise ces poutres. Et ces poutres servent pour relier entre les deux piliers qui sont dans la galerie et pour disposer les palmiers, les solides. Donc, sinon, on les débite en deux pour avoir, sinon on les débite en trois, d'une façon triangulaire pour avoir des solides. Et ces solides, on les pose de cette manière-là. On les pose des solides qui sont espacés de 20 jusqu'à 25 cm. Entre ces solides, on pose des bases du palme. La base du palme, de façon que la pointe de l'une contre la base de l'autre. Ça crée une forme. La société d'Ophidique que vous avez décrite, elle est vraiment passionnante. Il y a des règles d'entente par rapport au conflit. Pour l'eau, la gestion de l'eau, ça semble très très organisé. Et en même temps, la question que bêtement je me pose, c'est est-ce qu'il y a un chef de Fidigue, un maire ou dans ce... C'est général. Il y a une municipalité. Il y a des élus, des élections. Oui, moi je parle de l'organisation ancienne. Oui, Normalement, oui. ce système d'élus, ce système de communes, on l'a reconnu, ça fait des siècles. Parce que comment l'organisation ancienne, ancestrale, chez nous, il était chaque Khrsa, on est 7 sur la Fédé, chaque Khrsa, il y a des fractions. Chaque fraction, il est élu 3 personnes. Ces 3 personnes se rassemblent pour créer ce qu'on s'appelle Jma'a d'Oksa. C'est le conseil communal. C'est le conseil maintenant actuel de commune. Ces Jma'a d'Oksa, il est élu 3 élus. Un président, et un vice-président et un troisième. Il y a le premier, il s'occupe de l'eau. Le deuxième, il s'occupe de la terre. Le troisième, il s'occupe des relations sociales. Voilà, c'était bien, c'était vraiment la structure. C'est après, nous, par exemple, la commune publique en 1975. Alors nous, on a toujours, même à l'heure actuelle, vu les terrains qu'on a, c'est du terrain collectif qui fait partie à la collectivité technique. C'est juste une édition de droit pour l'exploitation de la terre, sinon on peut les louer aux étrangers pour les investissements et tout ça. Sinon on a toujours, même dans nos statuts, même dans nos règlements,
il existe toujours naïf de terre collectif. C'est une personne qui était élue par les ayants droit pour gérer les terrains collectifs. Donc on a 3 lieux, un qui s'occupe de l'eau, qui s'appelle le gestionnaire d'eau, un qui s'occupe de terrain, d'exploitation des terrains, et un qui s'occupe des liens sociaux. Donc même au niveau donc ils veillent bien. Quel est leur rôle? C'est la gestion des conflits à l'intérieur de ça, c'est la gestion des conflits avec les autres sources, et la gestion de tout ce qui est économique, tout ce qui est aménagement, tout ce qui est devenir de l'oasis. Donc après un certain temps, est venu un système communal avec des conflits politiques, vraiment qui a complètement battu le système ancestral qu'on avait avant. Et maintenant, les gens ont encore des choses. Il y a déjà une Française, Marie-Hélène Chambrun, qui a fait son doctorat sur la gestion d'Orsab par Jma. C'est une Française qui était au département de la Seine-Saint-Denis. Il a fait son thèse juste pour ça. Il est resté appliqué pendant 2 mois pour bien chercher tout ce. Justement, d'après ce que vous dites, il n'y a pas de propriétaire proprement dit. C'est la communauté qui gère tout le terrain. Pour l'eau. Non, pour le terrain. On a 2 types de terrains. On a des terrains propriétaires, c'est propriétaire des ancêtres, nos ancêtres, mais il y a les terrains actuels, c'est des terrains collectifs. C'est les biens de toute la communauté de filiers. Mais même si on exploite, on n'a que les droits d'exploitation. On n'a pas le droit d'y vendre, on n'a pas le droit de voilà, c'est. Mais même pour la location, si vous êtes l'ayant droit, vous pouvez exploiter par exemple 20 hectares, le montant c'est déterminé à 50 dirhams pour 1 hectare. Donc, mais si vous êtes un étranger, il faut que vous louez à 1000 dirhams l'hectare. Voilà, parce que c'est un investissement privé, voilà. Donc ces 50 dirhams, c'est juste une contribution par rapport aux gestions. Il y a encore, pour la gestion de la terre, on a toujours un différent collectif qui gère la terre. Et c'est à lui, c'est même au règlement du Maroc, son statut est bien ficelé, bien réglé. Alors, dans l'administration marocaine, vous faites partie du gouverneur de Oujda. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a dans les communes? Il y a Figuig, il y a la commune territoriale. Comment on appelle le chef? Il y a la sous-préfecture sur Pachalik, où je travaille, c'est la sous-préfecture. Il y a la province du Figuig. Il y a la province du Figuig. Il y a un gouverneur. Il y a un gouverneur. Oui, la province de Figuig, c'est parmi les 6 provinces de la région d'Oujda. Il y a la Oujda en tant que wilaya. Il y a 6 provinces. À Figuig, il y a 13 communes rurales. Et 2 communes, il y a 11 communes rurales et 2 communes urbaines. Figuig et voilà. Déjà, Figuig fait partie des communes urbaines. Alors que c'est une vie rurale, c'est une vie. Oui. Disons en 1960, j'étais de l'autre côté de la frontière. J'ai fait mes charias à Insefra, Génier-Bourresque, vous voyez. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que moi, je n'ai pas souvenance qu'en Algérie, il y avait une organisation comme à Fidji. C'est-à-dire qu'il y avait la palmeraie de Tiout, vous devez la connaître, oui. De l'autre côté. C'est ça. Oui, donc là, il y avait les sources, et les gens n'avaient pas une organisation comme là. C'est-à-dire qu'ils venaient chercher l'eau à la source. Donc c'est ce que j'ai oui, c'est pour cela que je parlais bien. Même au niveau du Maroc, il y a des sources, mais ce n'est pas géré de cette manière. C'est ça la spécificité du Figuig, c'est la manière de gérer l'eau. C'est pour cela qu'il était classé en tant que patrimoine pour son usage pérenne, avec des pratiques pérennes avec les communautés ancestrales, et aussi que je trouve une gestion équitable. Une gestion qui. Rien à dire, en fait. C'est comme ça. La loi dit, tu lui poses n'importe quelle question, il n'y a pas ce je te connais, c'est de la franchise, c'est franc, c'est. Tout le monde peut faire accès à ce qu'il fait. Tu viens, tu ouvres ta main, et tu regardes, une fois que tu viens, tu marques ce que tu as concerné. Tu n'as pas droit à tricher.
Parce qu'il y a quelqu'un qui va prendre la relève derrière toi. Donc la Guadier est loin de toi. C'est pas la Guadier qui va même pas surveiller, parce que c'est quelqu'un qui va venir après toi. Il va, ah bon, tu as triché au lieu de faire la marque, il suffit d'appuyer ici. Donc il va faire appel à la Guadier. Le Guadier fait appel à la personne qui est irrégulièrement. Pas encore ouvert. C'est acceptable. Pendant l'été, qu'il peut y avoir des évaporations, mais c'est l'évaporation qui va faire pas un centime, qui peut faire 1 millime, qui peut faire sur un bassin qui va mettre 30 mètres de large et 40 mètres de 30 sur 40, c'est des bassins énormes. Mais dans les oui. Oui. Je trouve que vous avez fait un travail remarquable à niveau de l'obtention de l'UNESCO. Et qui est-ce qui s'est occupé de ça? Est-ce que c'est les habitants eux-mêmes qui se sont occupés de l'obtention des prix auprès de l'UNESCO? Comment ça s'est passé, cette démarche? Bon, l'idée, c'était grâce à la population et les associations locales. L'idée, c'était ça. Mais il faut bien, au niveau de l'UNESCO, déjà pour avoir un accord, c'est déjà... Pour l'instant, ce n'est pas encore classé en tant que patrimoine, mais on est en accord. On est parmi les 7 premières personnes, parce que comment ça se passe? Il faut que déjà le ministère de la Culture et le ministère de l'Intérieur vous proposent, parce que ce n'est pas nous qui proposons. On les doit au niveau du ministère de la Culture. La complexité que ça a été. Donc, après avoir un accord, même le Maroc ne peut pas te mettre dans la liste indicative qu'après avoir un accord préalable au niveau de l'UNESCO. Maintenant, on était les 7 dans la liste indicative, on était parti. On a déposé le dossier depuis 2012. On était dans la liste indicative, on était au niveau 9. Maintenant, on est devenu dans le niveau 5. Parce qu'il y a FES qui est classé, qui était dans l'ordre avec nous, et des fois c'est l'UNESCO avec les critères qu'il choisit, qui prend une place. Parce que je parle de patrimoine, il y a le patrimoine culturel, le patrimoine archéologique. Nous, on a déposé le dossier, parce qu'au début, comment c'est passé, c'est moi qui s'est occupé du dossier, on a déposé le dossier en tant que patrimoine naturel. Vu les steppes Paris qu'on a, vu la richesse, moi j'ai fait un répertoriage de 470 de plantes. Dont 64 plantes n'existaient pas au monde, elles n'existaient que sur les steppes Paris d'Afrique. C'est moi qui suis occupé avec le dossier, avec des étudiants de Paris 7. 3 étudiants de Paris 7 que j'ai accompagnés pour faire ça. Au niveau du patrimoine naturel, on n'a pas eu l'accord. Parce que bon, ce sont des plantes qui ne vont pas résister si longtemps avec le problème du changement climatique, qui vont être détruits. Donc, à un certain moment, on doit se retrouver qu'on a classé un patrimoine avec des plantes qui sont disparues de l'environnement. Voilà. Après, on a changé en tant que patrimoine culturel, avec des relations sociales et tout ça. Mais avec des orientations qu'on a, et des études qui ont été menées avec des architectes de l'école nationale supérieure de Paris-Saint-Denis, parce que l'école nationale supérieure de l'école de Paris, avec Pierre Ballat, toute une équipe de Français, parce qu'il y avait une coopération décentralisée. Patrice est avec nous, c'est lui qui était chargé de la coopération décentralisée avec Philippe. Je le salue. Il y a une coopération décentralisée qui était entre Philippe et le département de Saint-Denis. Donc ils étaient fort impliqués pour l'appui, pour la communauté Philippe, pour pouvoir déposer ce dossier. Au point que les journées avec l'UNESCO, elles étaient organisées. C'est les filles qui étaient obligées de se déplacer à Paris pour organiser une journée internationale avec l'UNESCO. Donc on a déposé un dossier. Après, en attendant maintenant, mais bien dommage que ça doit être peut-être un héritage en péril. Bien dommage. Avec la tendance qu'il y a, avec les problèmes. Bon, j'ai posé 2 grandes questions. Quelle action? Quelle action? L'action, c'est on peut, en tant que communauté marocaine, on peut répondre, mais on rappelle toujours à la synergie de toutes les interventions de tout le monde. Parce que c'est un patrimoine qui se sauvegarde, c'est un patrimoine
où on a la tendance générale du monde maintenant pour la construction en fer. Vu les effets climatiques, vu les changements climatiques, vu les effets thermiques, vu l'économie d'énergie. Voilà, voilà. Donc il y a pas mal d'actions qui sont menées. Il y a déjà un plan d'aménagement à physique qui est très sévère pour les constructions à l'intérieur de ça. Il y a le périmètre classé par l'UNESCO qui est interdit. Il y a 8 articles interdits qui sont interdits, impossibles, éviter. Il y a 8 interdictions déjà sur ce statut de palmier. Donc il faut bien qu'on l'a mis en place comme ça pour qu'on peut préserver ce patrimoine, que ce soit classé pour les années prochaines. Je crois qu'on va prendre une dernière question et puis on pourra poursuivre bien sûr dans la pièce à côté autour d'un verre. Est-ce que merci beaucoup à Latifa, je suis d'accord quand même. Peut-être madame, vous voulez poser une question? Oui, alors elle dit ça, c'est la propriété. Comment on fait pour avoir un permis de construire? La famille du public, c'est comme toutes les familles du Maroc, c'est pareil. On a toujours un service d'urbanisme, on dépose notre dossier, on suit la plateforme, on a un plan architectural, parce qu'on a un plan d'aménagement, mais on complexe urbanistique très important, ou qui est partagé en zones, ça que j'entends. Une zone qui est A+1, une zone UR, une zone limitrophe pour ça. Il y a des instructions qu'il faut suivre pour avoir, donc ça dépend où l'emplacement de ta parcelle, ou l'emplacement où tu veux. Donc c'est un centre-ville. Donc l'emplacement de ta parcelle, la partie, une fois qu'on a le plan d'aménagement, il va nous donner un petit modèle de construction et par la suite tu auras une autorisation que tu dois suivre pour la construction. Les constructions à l'intérieur de ça, ils sont mises à part. Selon le plan d'aménagement, ils se misent aussi à la tête du ministère de l'Agriculture. Les inspections de l'agriculture qui doivent donner l'avis pour l'approbation à ce type de construction. Même si en termes, c'est eux qui est maintenant la tutelle du patrimoine architectural. Juste une petite vidéo, c'est 2 minutes. C'est juste. C'est d'autant plus généreux qu'il y a eu cette conférence que vous avez proposée là. Il y a également plus de 250 écoliers qui ont été reçus, qui sont venus et qui eux aussi ont posé des questions, d'ailleurs des questions très pertinentes et qui a permis de lever des tas d'idées reçues sur cet univers. Et j'ajoute que Laurence Charrier a écrit un ouvrage tout à fait passionnant. C'est une photographe, et les photographes étaient aussi les premiers ethnologues. Et en lisant cet ouvrage, c'est des entretiens que lui ont accordé une trentaine de femmes à Figuig, on est à nouveau dans cet univers, et là, quand vous regardez les images que nous approchent Olivier et Latifa, on voit, on se sent dans les ruelles, on va prendre le thé avec toutes ces personnes, on voit un petit peu quel est l'espace public. Il est différent du nôtre, c'est l'espace public qui est moins à l'extérieur. À l'extérieur, c'est le café, mais ce sont les hommes, mais à l'intérieur, les femmes se retrouvent, ils vont chacune chez les autres, Latifa, parler aux enfants de cette vie qui est simple, de cet univers qui est traditionnel et qui souvent s'apparente à de la pauvreté. On a vu avec les réflexions des enfants, c'est tout le contraire. En fait, ils ont été très surpris. Ici, dans le Gard, on construit, les architectes construisent à la terre crue. Il y a des filières qui commencent à se mettre en place avec des artisans bien formés, des maçons également, et voilà, ça a été une exposition très riche. On est très heureux qu'elle ait déjà été découverte à l'agence Sauveur Message par autant de personnes. C'est déjà assez complémentaire. C'était très complémentaire. D'un endroit loisir, je travaille avec les idées, ici on travaille là. C'est le même concept. Voilà, il y a des constructions. Voilà, et si vous souhaitez vous prendre des flyers, fin juin, on organise une sortie à Valrogue. Une personne construit sa maison en terre crue, elle est en cours. Il y aura une artisane qui est spécialisée dans la formation sur la terre crue et qui va également faire un petit exposé et faire visiter avec le maître d'ouvrage privé cette maison.
C'est un samedi, donc vous pouvez apporter votre pique-nique, et puis après, ça sera l'objet dans les semaines d'une après-midi, enfin, déjà de déjeuner, et puis voilà, ce sera un agréable moment, je pense. C'est toujours sur inscription, et vous recevrez l'information en temps voulu, mais vous pouvez déjà prendre le flyer et réserver.